Alors, je m'appelle Justine Roussy, je suis la responsable du Centre d'information Europe Direct Lorraine Grand Est, qui est basé à Nancy. Le dialogue citoyen, l'Europe face au changement climatique est organisé par notre centre d'information et par le Centre de documentation européenne de Nancy, dont Marion Jacot, que vous voyez à l'écran, est la responsable. Le Centre de documentation européenne, brièvement, c'est un centre qui est ouvert au public, pas seulement à la communauté universitaire, il est ouvert à tous, il est basé à Place Carnot à Nancy. Et vous y trouverez de la documentation grand public et aussi des ouvrages scientifiques sur l'Union européenne. Le dialogue citoyen est aussi organisé avec le soutien de la représentation de la Commission européenne en France, le Centre européen universitaire et l'Université de Lorraine. Donc nous sommes ravis pour ce dialogue citoyen d'accueillir nos trois intervenants, Madame Hubac, Monsieur Petit et Monsieur Zonle. Madame Hubac, vous êtes représentante de la Commission européenne en France, vous êtes conseillère économique à la représentation de la Commission européenne en France et vous êtes spécialisée aussi autour des questions du pacte vert. Bonjour Madame Hubac. Bonjour. Monsieur Petit, vous êtes le directeur du Centre européen universitaire de Nancy. Vous êtes professeur de droit public. Vous êtes responsable du Master 2, je vais retrouver l'intitulé, du Master 2 Études européennes et internationales, parcours droit de l'Union européenne. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de politique environnementale de l'Union européenne. Vous êtes spécialiste du droit de l'Union européenne. Vous avez notamment publié récemment un article intitulé Pacte vert, PAC et biodiversité, la nécessité d'une entente plus cordiale dans la revue du droit rural. Bonjour Monsieur Petit. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Et enfin Monsieur Zonle, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Lorraine, responsable du Master 2 Études européennes et internationales parcours collectivité territoriale et Union européenne au Centre européen universitaire de Nancy. Vous êtes spécialiste du droit international de l'environnement et vous avez notamment publié en 2017 un ouvrage collectif intitulé Droit international de l'environnement aux éditions Yvon Blé, pour être précise. Alors, merci à tous les trois d'être là. On est donc le 24 novembre 2020 et il y a presque un an, le 28 novembre 2019, les députés européens déclaraient l'urgence climatique en Europe et dans le monde. Et ils exhortaient la Commission européenne à présenter sa stratégie pour atteindre la neutralité climatique, à renforcer ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à veiller à ce que les politiques et le budget de l'UE permettent de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et le 11 décembre 2019, la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présentait sa réponse, le pacte vert pour l'Europe. Madame Hubac, je vous adresse donc la première question de ce dialogue citoyen, qui sera divisé en trois parties. Une première partie sur le pacte vert, une deuxième partie sur l'action de l'UE face au changement climatique au niveau mondial, et une troisième partie sur le pacte vert à l'heure du Covid. Donc Madame Hubac, la première question, que contient ce pacte vert? Quels sont les objectifs climatiques qu'il fixe pour l'Europe et pour les États membres? Bonjour, merci beaucoup à tous d'être présents pour ce dialogue citoyen et puis de me recevoir dans ce cadre. Alors effectivement, comme vous l'avez bien présenté, le pacte vert, c'est une priorité de cette nouvelle commission qui a pris ses fonctions en décembre dernier, qui est présidée par Ursula von der Leyen. Le pacte vert, en fait, c'est pas la première fois que l'Union européenne se préoccupe de changement climatique parce que on est même leader dans la lutte contre le changement climatique à bien des égards, mais c'est la première fois qu'on rassemble tout sous un chapeau qu'on appelle pacte vert et qu'on dit que la lutte contre le changement climatique doit se décliner dans absolument toutes les politiques qu'on conduit au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire que désormais, en fait, on rassemble tout, que ce soit la lutte contre le changement climatique, la lutte en faveur de la biodiversité, que ce soit l'économie circulaire qui doit aussi contribuer, que ce soit les transports, que ce soit l'agriculture, que ce soit la transition par rapport à l'utilisation de pesticides, d'agents chimiques. Tout ça est rassemblé sous un seul et même chapeau qu'on appelle pacte vert et où on dit tout
enfin, il y a une unité de principe, même s'il y a une multitude de domaines dans lesquels cette notion de lutte contre le changement climatique et de préservation de la biodiversité doit diffuser. En fait, le constat, c'est que on doit modifier notre comportement, on doit changer et qu'il y a une opportunité à saisir pour pouvoir positionner l'Union européenne comme leader d'une croissance durable qui peut favoriser l'emploi, qui peut favoriser un nouveau modèle de société, une société aussi plus juste. C'est vraiment une dimension à laquelle l'Union européenne fait très attention, qu'il puisse y avoir une transition juste. On a vu à quel point c'était sensible, notamment en France, lors de la crise des Gilets jaunes, mais de ne laisser personne sur le côté de cette transition. Ce n'est pas une transition pour les privilégiés, c'est une transition pour toute la société. Donc voilà un peu l'idée du pacte vert qui a été présenté en décembre dernier, qui donne une stratégie et qui donne en fait un certain nombre de points de rendez-vous sur lesquels, dans les différents domaines, la Commission européenne va présenter des propositions, a présenté ou va présenter au cours des mois à venir des propositions. Et en termes d'objectifs, c'est donc la neutralité climatique qui est affichée comme objectif. Voilà, un des objectifs clés, un des objectifs phares, c'est effectivement la neutralité climatique, c'est-à-dire la neutralité des émissions de gaz à effet de serre et pas seulement des émissions carbone à l'horizon 2050. Que pour la première fois, on souhaite inscrire dans la législation européenne en tant que telle, donc une forme de loi, et non plus simplement décliner. On avait déjà un objectif de neutralité ou quasi-neutralité à cet horizon-là, qui était décliné dans plein de législations sectorielles, mais là, il y a une législation qui doit donner cette certitude que l'Union européenne va par là et doit apporter aux investisseurs la confiance d'un objectif clair. Et au sujet de cette neutralité, le projet a été proposé par la Commission européenne début 2020 et est en cours de discussion entre le Parlement et le Conseil. Les États membres et le Parlement européen. Oui. Au sujet de cette neutralité climatique, pour être précis, peut-être Monsieur Petit, est-ce que vous pourriez préciser concrètement ce que ça représente en fait, la neutralité climatique? Alors, bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, pour vous donner une réponse précise, je suis allé chercher dans la proposition de la Commission du mois de mars 2020 qui est relative au cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique. Et donc, les articles 1 et 2 de ce texte, déjà en lisant l'article 1, on apprend qui n'est pas encore adopté, mais que c'est un objectif contraignant, la neutralité climatique. Donc ça, c'est déjà important, contraignant donc avec l'horizon toujours 2050. Et on a une définition quand même à l'article 2, paragraphe 1, l'équilibre dans l'ensemble de l'Union entre les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre réglementées dans l'Union européenne doit être atteint en 2050 au plus tard. Et les émissions, donc entre les émissions et les absorptions, ce qu'on appelle les émissions nettes, doivent être ramenées à zéro. Et donc, cet objectif, bien sûr, si on en fait, on regarde un peu ce qui se cache derrière, ça veut dire qu'il doit y avoir une certaine équité entre les États membres. Il faut qu'il y ait aussi une certaine solidarité entre les États membres. Parce que la réalisation, bien sûr, elle va être collective au niveau de l'Union européenne. Mais voilà ce que les textes précisent un petit peu sur cette neutralité climatique, donc qui est contraignante, qui est à l'horizon 2050 et qui donc doit parvenir à ce que les émissions et les absorptions s'équilibrent à zéro, quoi. Voilà, pour simplifier. Donc ça, c'est d'ici 2050, la neutralité climatique. Et à l'heure actuelle, Monsieur Zonle, quels sont les objectifs mondiaux de réduction de gaz à effet de serre? Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je me permets peut-être d'abord de présenter le cadre juridique général mondial pour donner une réponse précise à votre question. Donc, il faut savoir qu'en droit international, il y a une convention cadre sur les changements climatiques qui a été adoptée en 1992. Une convention cadre
suppose l'adoption d'accords d'application qui mettent en œuvre concrètement des obligations. Il y en a eu pour l'instant deux, donc le protocole de Kyoto qui est arrivé à échéance en 2012. Actuellement, on est dans le cadre d'un deuxième accord d'application qui est l'accord de Paris, qui a été adopté en 2015 et dans lequel la France s'est beaucoup investie. Donc actuellement, la réglementation applicable, c'est l'accord de Paris. Et là, l'accord de Paris propose, donc, c'est dans l'article 2 de l'accord de Paris, de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5% par rapport au niveau pré-industriel. Donc, l'objectif mondial, c'est ça, donc 2 degrés, voire mieux, réduire de le limiter à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Alors, il faut savoir que l'accord de Paris, peut-être je reviendrai plus tard, est peu précis parce qu'il ne prescrit pas des réductions pour chaque État. Donc, il n'y a pas d'objectif pour chaque État, seulement un objectif mondial très général ou plutôt 1,5 degrés Celsius. Et le grand problème, c'est qu'il n'y a pas dans l'accord de Paris une date butoir, c'est-à-dire, ça c'est un grand défaut. Il faut chercher dans une décision dans la conférence des parties qui a accompagné l'accord où on trouve le calendrier, donc l'année butoir ou l'année où il faut atteindre cet objectif en 2030. Mais ce n'est pas dans l'accord parce qu'il n'y avait pas de consensus entre les États. Donc, vous voyez, l'objectif, la limitation à ces degrés-là pour 2030. Très bien. On voit que l'Union européenne se fixe des objectifs beaucoup plus précis et beaucoup plus clairs, on va dire. Et Madame Huback, vous l'avez évoqué en présentant le pacte vert, vous avez dit que ce n'était pas la première fois que l'Union européenne se saisissait de ces questions-là, de développement durable. Mais alors, qu'est-ce que le pacte vert apporte par rapport aux politiques énergétiques et environnementales menées auparavant par l'Union européenne? Alors, effectivement, vous m'entendez, oui. Ce que je disais, comme l'a bien dit M. Schonle, effectivement, depuis 1992, on prenait part au niveau de l'Union européenne au protocole de Kyoto, et donc on avait déjà des événements. Ce que ça apporte, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment une direction générale, une inscription d'un objectif contraignant pour donner une vraie visibilité aussi aux investisseurs. On reviendra dessus sur la question du financement de cette transition. Et puis, une ambition qui est renforcée. Donc, effectivement, on affirme cette fois la neutralité climatique à l'horizon 2050. On fait des propositions plus ambitieuses par rapport justement à l'accord de Paris. L'engagement, c'est que chacun doit donner ses engagements d'ici la fin 2020, quelle va être la contribution, et on doit revoir chaque État ou au niveau de l'Union européenne, dans notre cas, quels sont nos engagements. Un engagement pour 2030 à 55% de réduction de gaz à effet de serre à cet horizon pour vraiment réaffirmer une ambition, un rôle moteur. Ce qu'il y a de nouveau, c'est vraiment de faire de cette lutte contre le changement climatique non pas une politique parmi d'autres, mais une priorité qui infuse l'ensemble de l'action de l'Union européenne. D'accord, merci. Monsieur Petit, sur ce point-là, vous qui avez suivi les politiques environnementales de l'Union européenne depuis plusieurs années, qu'est-ce que vous voyez comme changement? Qu'est-ce que ça apporte, cette stratégie du pacte vert? La stratégie du pacte vert, le principal intérêt, à mon avis, c'est qu'elle va permettre que dans toutes les politiques de l'Union, le changement climatique, la biodiversité, enfin les principaux enjeux soient présents. Parce que quand on regarde bien, par exemple, comment le pacte vert, la chronologie, le pacte vert date du mois de décembre 2019.
Et puis au mois de mai, il y a eu 2 autres textes fondamentaux, il y en aura d'autres, parce qu'il y a eu en annexe au Pacte vert, il y a eu tout un ensemble de textes qui sont en cours de préparation, mais il y a eu le texte de la ferme à la table et une communication de la Commission, et la seconde communication importante, c'est la stratégie biodiversité 2030. Parce que ces 2 textes sont fondamentaux pour l'agriculture, et l'agriculture est centrale dans le pacte vert, parce que quand on parle de transition écologique, quand on parle de préservation de la biodiversité, etc., à chaque fois, on rencontre la politique agricole, parce que la manière dont elle est conçue depuis 1962 et dont l'appliquent les États membres, il faut changer cette politique, il faut une transition, ce que va permettre le pacte vert, et par étapes, pour essayer de parvenir à cette neutralité, enfin pas essayer, qui fait contraignant, mais pour parvenir à cette neutralité climatique en 2050. Très bien. Et en termes budgétaires, Madame Hubac, comment le pacte vert va-t-il être financé? Sera-t-il financé? Alors, c'est effectivement une bonne question parce que cette transition demande beaucoup, beaucoup d'argent. On estime qu'il y a besoin de 180 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an pour pouvoir réaliser la transition que l'on souhaite et atteindre cette neutralité climatique à l'horizon 2050. Donc, il y a 2 façons de le financer qui ne sont pas exclusives. D'une part, orienter le plus possible les capitaux, les fonds publics, et notamment les fonds de l'Union européenne, en direction de cette lutte contre le changement climatique, je vais y revenir, et d'autre part, faire en sorte que les capitaux privés soient de plus en plus mobilisés vers des investissements nécessaires à la transition climatique. Et ça, c'est tout ce qui est finance verte, finance durable, sur l'Union européenne est aussi très impliquée depuis plusieurs années et doit mettre à jour une stratégie d'ici la fin de l'année. Sur le côté finances publiques et budget européen, en fait, aujourd'hui, on est dans un processus d'accord sur le prochain budget de l'Union européenne qui fonctionne par cadre financier pluriannuel de 7 ans. Donc, on va avoir un budget pour 2021-2027 qui est d'un peu plus de 1000 milliards d'euros. Et en parallèle, suite à la crise sanitaire, l'Union européenne s'est mise d'accord pour avoir un plan de relance européen qui, lui, représente à peu près 750 milliards d'euros sur les prochaines années. Donc ça fait à peu près 1800 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne qui vont pouvoir être mobilisés en partie pour le changement climatique. Là-dessus, on a dit qu'un minimum de 30% devait être investi en faveur de la lutte contre le changement climatique. C'est alors 30% de 1800, 18 x 3, 8 x 3, ça fait, oui, 64 milliards d'euros à peu près pardon, 640 milliards d'euros à peu près sur le changement climatique. Ça, c'est l'effort européen. On a vu en France, par exemple, que c'est aussi une priorité très forte en France que cette lutte contre le changement climatique et le développement durable, et que dans le plan de relance français, on a bien plus de 30% des 100 milliards d'euros qui seront investis sur la transition climatique et écologique. Mais ça, c'est pour le volet public. Le volet privé, évidemment, est essentiel de mobiliser la finance privée pour pouvoir financer notre transition. Justement, la question des financements se pose aussi. Donc, vous avez dit que tous les secteurs d'activité, toutes les politiques devraient viser à atteindre la neutralité climatique. En ce qui concerne les entreprises, dans l'avis qu'a adopté le César Grand Est, donc le Conseil économique, social et environnemental de la région Grand Est, le 5 novembre 2011, il s'intéressait aux 5 urgences pour développer une industrie bas carbone dans le Grand Est. Il y avait plusieurs insuffisances et
le pacte vert pour le financement des entreprises, pour les aider à faire cette transition. C'est pour moi toujours, oui? Oui, pour vous. Oui. Monsieur Petit Alors, aussi, si vous voulez rebondir. concrètement, en fait, ça serait un peu long de rentrer dans tous les programmes. Il y a tout un tas de programmes de l'Union européenne qui peuvent être mobilisés pour cette transition. Et justement, en fait, au sein de chacun des programmes, ou presque, que ce soit de l'innovation, que ce soit de la transformation de l'outil productif en faveur d'un outil productif plus compatible avec nos objectifs climatiques, que ce soit de la formation professionnelle, de requalification, de reconversion. Il y a énormément de choses qui sont prévues, que ce soit de la recherche, de l'innovation par rapport à des technologies nouvelles, que ce soit sur la mobilité. On a vu aussi, par exemple, le secteur hydrogène, le développement d'une initiative particulière au niveau européen par des États membres regroupés, dont la France et l'Allemagne, pour l'hydrogène. En fait, énormément de financements vont être disponibles sur l'ensemble des domaines. Et comme vous parliez de la région Grand Est aussi, effectivement, sur l'aspect transition, on a proposé un fonds pour la transition juste qui doit servir à faire en sorte que les régions les plus touchées, les régions qui sont les plus émettrices de CO2, dont l'industrie dépend le plus de ces émissions, où ça représente un bassin d'emploi important, que ces régions-là puissent avoir accès spécifiquement à des fonds au niveau des entreprises, des salariés, pour des reconversions au niveau des entreprises, pour de la transformation de l'outil productif ou pour une adaptation, pour pouvoir accompagner ces transformations-là. Très bien. Là, vous évoquez le fait aussi qu'il y ait des différences en fait entre les régions européennes, des différences de développement. Et c'est une question qui nous a été posée dans le formulaire d'inscription que je vais vous retransmettre. Mais avant de la poser, j'invite aussi les participants, s'ils le souhaitent, à utiliser l'outil de conversation pour poser leurs questions et réagir directement. On les reprendra à la fin de cette partie. Et là, je vais adresser peut-être ma question à Monsieur Petit. En fait, on est dans une Union européenne à 27 États membres avec des profils énergétiques et de consommation très différents, des développements très différents aussi, même au sein des régions. Est-ce que, donc c'est la question qui nous a été posée, est-ce que tous ces États membres sont au même niveau pour réussir à atteindre la neutralité climatique? Et comment ces États membres ont accueilli le pacte vert européen? Alors, c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre, mais effectivement, ce fonds pour une transition juste, c'est un peu le fonds qui incarne la dimension sociale, un petit peu, c'est-à-dire que les crédits de ce fonds, alors normalement, il aura un budget de 40 milliards, mais qui pourra monter éventuellement jusqu'à beaucoup plus, jusqu'à même plus de 100 milliards en fonction des règles de cofinancement, en fonction de l'application des fonds structurels et d'investissement européens, le FEDER, le FSE, parce que, si vous voulez, on se rend bien compte justement que pour certains États, il y a un effort plus important à faire que pour d'autres pour parvenir à remplir cet objectif de neutralité climatique. Et donc, alors c'est sûr qu'il y a des États, par exemple, les États charbonniers, comme on les a appelés, par exemple la Pologne, l'Allemagne, surtout la Pologne, qui a été réticente à accepter clairement les objectifs du pacte vert. Et normalement, d'après ce que j'ai pu lire, notamment dans Euractiv, par exemple, la Pologne et l'Allemagne devraient être les principaux États membres bénéficiaires de ce fonds pour une transition juste. Mais il y a aussi des possibilités de prêts au niveau de la Banque européenne d'investissement qui sont prévues, puisqu'il y a une facilité de prêt qui devrait permettre justement aux États membres d'un montant de 10 milliards d'euros à peu près pour mobiliser des crédits, pour donc s'engager dans cette démarche verte, si on peut s'exprimer ainsi.
Mais la France, vous voyez, Madame Hubac vient de le dire, fait au moins aussi bien, si ce n'est mieux, en termes de transition écologique, énergétique, que ce que prévoit la Commission européenne. Donc, mais c'est toujours comme ça. Au niveau des États membres, il faut bien voir que chacun a ce qu'on appelle son mix énergétique propre. Il y a certains États, la France a une particularité, elle avait beaucoup de nucléaire. En Allemagne, ça a été l'énergie de la fin du nucléaire décrétée. Et donc, vous avez des États qui sont dépendants de sources d'énergie plus que d'autres, certains dépendants du charbon, certains dépendants des importations de pétrole ou de gaz qui viennent de Russie notamment ou autres. Donc, c'est forcément, mais ce qui compte, il y a des différences d'approche entre les États membres, des divergences, mais ce qui compte, c'est que les États ont réussi à trouver un accord pour progresser, parce que la Pologne a fini par se rallier, mais à des conditions un peu spécifiques, si vous voulez. Donc on voit que le pacte vert a été reçu différemment par les États membres. Et il y a notamment ce texte de loi climatique qui est en discussion encore à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Écoutez, sur ce texte de loi, déjà la Commission a renforcé un petit peu les objectifs au mois de septembre, depuis qu'elle a présenté ce texte de loi. Il faudrait que je retrouve mon papier pour vous donner les chiffres précis. Voilà, la Commission, pour justement faire en sorte qu'on atteigne cette neutralité climatique et qu'on l'atteigne de manière aussi équilibrée que possible, donc à renforcer la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Et puis, donc, c'est une étape qui va être importante pour parvenir à la neutralité climatique, mais donc le texte est en cours d'adoption. Et ce qui est intéressant de relever, c'est quand on le lit, c'est que l'Union européenne applique, met en œuvre les objectifs de l'accord de Paris, puisque le texte fait référence à certains de ces articles, à l'article 2, à l'article 7 notamment de l'accord de Paris. Et si vous voulez, ça m'incite à dire également que la Commission, vu que c'est elle l'Union européenne, qui a œuvré largement à l'adoption de l'accord de Paris, donc elle s'engage vraiment fermement pour que cet accord de Paris, ses objectifs, soient réalisés du mieux possible. L'Union européenne est là comme une sorte de leadership au plan mondial en matière de climat. C'est un peu elle qui tire un peu de nombreux États membres. Madame Hubac, vous souhaitiez réagir par rapport à ces propos peut-être ? Oui, tout à fait. En fait, c'est très pertinent effectivement de voir un petit peu comment réagissent chaque État membre et au-delà de chaque État membre, chaque pays dans le monde, parce que c'est très tentant d'avoir un discours, de dire toujours plus et toujours plus d'ambition. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est à peu près 10% des émissions dans le monde. Donc, c'est très peu. Donc, c'est très bien de pouvoir être leader sur cette transition écologique et climatique, mais il ne faut pas non plus partir seul. Il faut pouvoir être en tête du peloton, mais l'idée, c'est de ne pas en faire tellement qu'on perde tout le monde à bord. C'est de pouvoir trouver l'équilibre, de pousser une ambition et de pouvoir aussi, en démontrant que la transition peut être positive pour la croissance, qu'elle peut être positive pour les entreprises, pour les citoyens, de pouvoir entraîner l'ensemble des pays dans le monde sur cette voie-là. Et c'est effectivement un des objectifs de l'accord de Paris. C'est aussi pour ça
qu'on n'a pas pu ou voulu, enfin les deux étant vouloir et pouvoir étant liés aussi dans ce cas, avoir des objectifs contraignants pour chacun des États et que chacun doit proposer tous les 5 ans au minimum un nouvel engagement par rapport à ça. Ça nous ferait une parfaite transition pour notre deuxième partie qui est tournée vers l'action de l'Union européenne au niveau mondial. J'aimerais peut-être juste préciser sur la loi européenne sur le climat, elle n'est pas encore totalement adoptée. Effectivement, elle est en discussion. En fait, c'est juste rappeler quelque chose, parce que tout le monde n'a peut-être pas le même niveau de connaissance par rapport à ça. La façon dont fonctionne l'Union européenne, c'est que schématiquement, la Commission va proposer quelque chose qu'elle va proposer en pensant être ce qui est dans l'intérêt général européen. Et dans cet intérêt général, il y a aussi un aspect acceptabilité par tous. Et puis après, sur base de cette proposition, le Parlement européen et le Conseil, qui représentent les États membres, discutent d'abord chacun de leur côté, puis ensemble, de ce qu'ils peuvent trouver comme compromis par rapport à cette proposition. Et donc c'est dans cette étape-là de discussion entre le Parlement européen, qui schématiquement a des ambitions très élevées, et les États membres qui schématiquement ont généralement les pieds bien ancrés sur terre, qu'est notre projet de neutralité climatique à 2050. Oui. Monsieur Petit, peut-être que vous pouvez vous réagir. En fait, il y a un désaccord en ce moment sur l'objectif de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le Parlement européen souhaite que l'Union européenne s'engage à réduire de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Mais le Conseil de l'Union européenne n'est pas forcément favorable à cette hausse des objectifs aussi forte. C'est bien ça. Disons que les États membres n'ont pas, je dirais, les mêmes contraintes que l'Union européenne quand elle formule une proposition. Et ceci explique, comme je le disais tout à l'heure, à partir du mix énergétique, ça sera plus facile, plus ou moins facile pour certains États d'accepter une hausse de l'ambition climatique, pour d'autres moins. Et donc forcément, il y a des États qui traînent un peu des pieds, mais le Parlement européen a toujours été vert, a toujours été pro-climat, pro-biodiversité, etc. Et donc, le Parlement européen a toujours eu tendance à proposer ou à proposer des amendements, à demander des modifications. On le voit par exemple avec l'adoption du cadre financier pluriannuel. Il a réussi puisqu'il doit donner son approbation au cadre financier pluriannuel, il a réussi à obtenir une rallonge, entre guillemets, des États membres de 16 milliards d'euros, je crois. Donc, ce qui est loin d'être négligeable. C'est un peu dans la stratégie de négociation des institutions, si vous voulez. Très bien. Je vois qu'on a reçu une première question sur l'outil de conversation. J'encourage nos participants, suite à ces premières explications sur le pacte vert, à poser les questions qu'ils ont en tête, qu'ils avaient déjà en tête. N'hésitez pas à utiliser l'outil de conversation. Vous pouvez rejoindre la conversation avec la barre soit qui s'affiche en bas de votre écran pour trouver la conversation. Si vous souhaitez poser une question directement à l'oral, je vous invite aussi à vous manifester en utilisant du coup l'outil pour lever la main. Et nous vous donnerons la parole. Là aussi, vous arriverez à utiliser cette fonctionnalité de Teams en allant sur l'onglet avec les 3 petits points et en cliquant sur lever la main. Je vous propose peut-être de répondre à la première question qui a été posée dans la conversation. Soutien public et mobilisation des capitaux privés, certes, mais qu'est-ce qui est fait pour que les citoyens accompagnent le pacte en faisant évoluer leur mode de vie? Donc là, c'est une question qui est plutôt destinée à ce que fait l'Union européenne pour aider les citoyens européens
concrètement à modifier leur mode de vie, puisque si l'Union européenne doit atteindre la neutralité climatique, c'est toutes les couches de la société qui doivent l'atteindre. Monsieur Petit, peut-être que vous voulez réagir à cette question, ou Madame Hubac? Ça me fait penser à la discussion qui a suivi la désignation du portefeuille du commissaire Margaritis Schinas, je crois, à propos du mode de vie européen. Alors, effectivement, c'est sûr que le mode de vie européen est certainement plus consommateur d'énergie que le mode de vie d'autres parties du monde, d'autres États. Mais je crois que justement le pacte vert doit permettre justement de réduire l'empreinte climatique des citoyens européens. Le pacte vert, il est là pour justement ce qu'on attend, c'est une Europe plus durable, une Europe pour le citoyen européen. Madame Hubac? Oui, je peux peut-être ajouter quelques exemples, en fait. Il y a plusieurs façons dont on va encourager les citoyens, on va s'encourager nous-mêmes à modifier un peu nos comportements. Il y a d'abord tout ce qui est information. Typiquement sur la proposition de la Commission européenne sur l'économie circulaire, il va y avoir beaucoup plus d'informations aux consommateurs sur la réparabilité, d'obligations de réparabilité pour les producteurs, d'informations peut-être d'étiquetage sur le poids carbone des objets que nous consommons, que nous achetons. Donc en fait, tout un tas de choses qui vont encourager, qui vont donner les moyens à chacun de pouvoir prendre des décisions par rapport à cette question du changement climatique dont on se saisit tous et de pouvoir être en cohérence par rapport à ça. Et après, et pareil, tout ça pour les informations, il y a tout ce qui est sur l'électricité, sur le gaz, sur la consommation, d'avoir une capacité à voir de façon régulière, ou plus ou moins en direct, ce qu'on consomme, comment on le consomme, et pouvoir ajuster par rapport à ça. Parce que c'est vrai que quand on a une facture électrique, d'électricité ou de gaz une fois par an, c'est très difficile de pouvoir ajuster sa consommation. Alors que quand on peut suivre au fur et à mesure ce qu'on consomme et comment on le consomme, on peut aussi prendre des décisions par rapport à ça. Tout ce qui est aussi l'étiquetage énergétique, quand on va acheter de l'électroménager, de pouvoir voir quelles sont les catégories, donc ça qui évolue dans le temps en fonction de la technologie. Toute une partie d'information et d'incitation. Et puis après, il y a aussi tout un tas de choses qui sont contraignantes avec, par exemple, l'interdiction de vente de véhicules thermiques à partir d'une certaine année, la rénovation énergétique des bâtiments avec des objectifs contraignants de rénovation des bâtiments, enfin contraignants, des objectifs au niveau de l'Union européenne et qui peuvent être déclinés dans chaque État membre aussi de façon un peu contraignante de rénovation thermique des bâtiments qui permettent de diminuer les consommations. Donc on va agir sur de nombreux volets par rapport à ça. Est-ce que notamment, ça me fait penser à deux questions Si je peux compléter, il y a quand même un certain nombre d'années où en matière, dans le cadre de la politique de l'environnement, l'Union européenne a une politique intégrée des produits, une politique d'écolabel, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont là pour sensibiliser le citoyen pour qu'il se comporte, il soit un citoyen vert, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il agisse en faveur du climat. Mais effectivement, c'est une des problématiques un peu plus complexes, c'est que l'Union européenne fait beaucoup de choses, mais seulement on ne le sait pas toujours. Mais l'Union européenne, par exemple, a proposé un étiquetage alimentaire. Les États n'ont pas vraiment voulu par rapport aux questions de santé, au sel, à la graisse, etc., qu'on peut trouver dans les produits. Et donc, après, il faut voir aussi que l'Union européenne n'a pas forcément toujours toutes les compétences prévues
pour agir dans certains domaines. Parce que l'environnement, par exemple, c'est une compétence partagée, Union européenne, États membres. Donc ça rend plus difficile l'action de l'Union européenne. Effectivement. Et cette question sur ce que fait l'Union européenne pour accompagner les citoyens me fait penser à deux autres questions qui nous ont été transmises par le formulaire. Une sur le greenwashing, ce que fait l'Union européenne pour lutter contre le greenwashing, et sur la réglementation par rapport à l'obsolescence programmée. Peut-être que je vous laisse ces deux mots-clés en tête et on va inviter Madame Noël qui s'est exprimée en premier pour prendre la parole, et Monsieur Leclerc à allumer leur caméra si vous le souhaitez, et puis à poser vos questions à tour de rôle à nos intervenants. Ok. Bonjour à tous, merci de m'accorder la parole. Je voulais juste rebondir sur ce que venait de dire Monsieur Yves Petit, à savoir que l'Union européenne fait beaucoup de choses, mais que finalement, le citoyen lambda ne le sait pas toujours. Moi, je suis particulièrement intéressée par toutes les questions européennes, et encore plus par les questions environnementales. Et on est cette semaine sur la semaine, justement, de sensibilisation à la réduction des déchets. Et on est aussi cette semaine dans une semaine importante au Parlement européen, si je ne m'abuse. Alors, j'ai repris mes petites notes pour ne pas en oublier, puisque le Parlement doit se prononcer sur des objectifs qui sont inspirés de la loi française. Donc, on peut un petit peu en être fier, et notamment sur l'économie circulaire qui a été proposée par Brune Poirson. Alors et ça parle à mon sens directement aux citoyens et aux consommateurs, puisqu'il s'agit de lutter contre programmé. Alors ça peut parler évidemment beaucoup aux jeunes, parce que en ce moment on est toujours dans la société consumériste où on incite les jeunes à changer de smartphone tous les ans, par exemple. C'est un exemple. L'objectif également cette semaine pour le Parlement, ça sera de mieux informer les consommateurs sur la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité des produits. Le Parlement souhaite également introduire un index de performance environnementale basé sur une analyse de cycle de vie, une garantie aux consommateurs européens pour le droit à la réparation. Donc on voit que tout ça, c'est un petit peu dans le même cycle, et rendre les marchés publics plus durables. Tout ça pour souligner un petit peu par rapport à mademoiselle, ce que vous aviez souligné, c'est que effectivement, on se sent toujours un petit peu éloigné des réalisations de l'Union européenne. Ceux qui me connaissent ici savent que je suis une fervente défendresse de l'Union européenne. Je suis prête aussi à la châtier quand elle ne répond pas à ses exigences. Mais il est vrai que nous sommes dans une période où nous n'avons plus le luxe de pouvoir gaspiller cette nature, cette terre, et l'engagement de l'Union européenne est quelque chose de fort. Et merci pour ce dialogue citoyen. D'accord, je vous remercie pour votre intervention. Merci Daniel, j'en profite pour te saluer. Merci, ça fait vraiment plaisir de se retrouver. Vous voyez qu'on informe le grand public sur ce que fait l'Union européenne pour lutter contre le changement climatique. Peut-être que Claude Leclerc, vous avez une question? Oui, c'est plus qu'une question, c'est un témoignage. Bonjour à tous tout d'abord, et merci pour cette initiative. Que fait l'Union européenne, mais aussi que fait le citoyen pour l'Union européenne. Donc, à travers le Club pour l'UNESCO Jean Lorrain, que j'ai la chance de présider, en fait, deux initiatives que je voulais relater. La première, c'est au mois de mai, dans le cadre du Mai de l'Europe de cette année. On avait imaginé à la Maison Robert Schuman, à l'occasion des 70 ans de la déclaration Schuman, de réunir 200 jeunes sur une thématique, avec une introduction par David Maria Sassoli et une conclusion par Ursula von der Leyen. C'était de la CECA au Green Deal, donc de la naissance de la notion d'Europe à où on en est aujourd'hui. Et à travers des pitchs, 200 jeunes étaient invités
à exprimer leur vision. Alors, bon, cette rencontre au mois de mai 2020, patatras, c'est tombé comme tout le reste, mais on n'a pas perdu espoir, puisque dès maintenant, je peux l'annoncer, on espère bien le faire le 4 mai prochain, toujours à la maison Robert Schuman à Sichazel. Et je tiens à remercier Étienne Criqui qui est en ligne, qui s'était proposé de participer et d'intervenir à cette rencontre. Et pendant le confinement, autre initiative, on s'est dit, puisqu'on ne peut pas réunir les jeunes, bon, c'est bien de le faire à distance, mais ça ne remplace pas du tout les rencontres interculturelles, etc. Donc, on a déposé un dossier dans le cadre d'Erasmus+, sur la même thématique de ACK au Green Deal, avec 7 pays, pour se rencontrer sur une analyse, ce qui se fait dans chacun de nos pays, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à travers ces jeunes qu'on espère bien réunir l'année prochaine, pour faire avancer, parce qu'effectivement, il y a plein de textes à notre disposition. Bon, moi, je regrette, on fait aussi beaucoup d'interventions avec les partenaires européens de la région. Tout le monde n'y va pas sur le site ni du Parlement, ni de la Commission. Donc l'idée, c'est de mobiliser à travers des actions comme celle-ci, pour que à la fois les gens soient des relais, mais aussi réfléchissent et puis fassent part de leurs propositions. Voilà, donc là, 2 exemples concrets, bon, il y en a plein d'autres, hein, on en connaît à travers les réseaux, où on contribue aussi modestement à notre niveau pour lancer des initiatives. Voilà, merci à tous. Merci Monsieur Leclerc. On voit que du coup l'Europe, à travers les financements aussi, Erasmus+, par exemple, un financement auquel on ne pense pas, mais peut nous faire réfléchir, nous en tant que citoyens, à ce qu'on peut faire pour lutter contre le changement climatique. Merci pour ce témoignage. Si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie de notre dialogue citoyen sur le rôle que joue l'Union européenne dans la lutte contre le changement climatique au niveau mondial. Et là, peut-être une question plutôt pour vous, Monsieur Zonle. Comment ce pacte vert a-t-il été reçu au niveau mondial et quelles ont été les réactions des États? On pense aux États-Unis, on pense à la Chine, par exemple. Oui, peut-être il faut préalablement placer l'Union européenne dans le contexte mondial. Elle joue un rôle assez difficile, hein, c'est-à-dire l'Union européenne et l'Europe en général appliquent ce qu'on appelle le principe des responsabilités communes mais différenciées, hein, qui a été promu dans le cadre de la Convention cadre de 1992. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous, les pays industrialisés très tôt, au 19e siècle, on doit faire plus d'efforts que d'autres États qui se sont développés plus tard. Donc, l'Europe et l'Union européenne acceptent particulièrement ce rôle, cette responsabilité renforcée. Malheureusement, hein, au regard des émissions de gaz à effet de serre actuelles, il y a des États plus récemment développés ou industrialisés qui doivent faire des efforts aussi. Donc ça, l'Europe joue ici un rôle pionnier, hein, comme ça a été souligné à plusieurs reprises déjà, un rôle pionnier de lutte contre les gaz à effet de serre. Maintenant, c'est assez ambigu au regard de la diplomatie. Hein. En diplomatie, on ne révèle pas ses cartes, on peut le comparer un peu comme un jeu de poker. Lorsque vous avez une négociation internationale, par exemple à Paris, en amont lors de la négociation de l'accord de Paris, les autres grands pollueurs cachaient leurs cartes. Hein, les États-Unis montraient pas quelles concessions ils allaient faire, la Chine, les États-Unis, l'Inde, Brésil, Indonésie, etc. Alors que l'Europe, elle disait à l'avance, nous on fait des efforts. Donc vous voyez, on regarde, on montre les cartes à l'avance. On est bon élève, mais ça enlève le poids de négociation. Hein, c'est-à-dire on a moins de poids lorsqu'en poker on montre ses cartes. Alors que les autres, ils pouvaient jouer jusqu'à la fin, hein, pour obtenir plus de concessions des autres. Les Européens, nous, on fait c'était. Donc, ça affaiblit, donc éthiquement, c'est magnifique. Hein. En revanche, ça affaiblit la puissance diplomatique dans la négociation.
Maintenant, il faut, au regard de la réaction du reste du monde, il faut voir le poids de l'Europe dans les gaz à effet de serre au niveau mondial. Madame Huback l'a mentionné, hein, autour de 10%. Si vous permettez, je vais partager brièvement mon écran, hein, pour partager une statistique. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez ici une statistique? Oui. Oui, oui. Vous voyez, donc c'est à peu près 10%. Hein. Là, c'est des statistiques de 2017. Hein. Donc là, j'ai 9%. Bon, c'est des tendances, hein, parce que les statistiques, mais j'ai l'impression que l'Europe, ça diminue plutôt. Hein. Donc, vous voyez, le plus grand émetteur, c'est la Chine, qui ne devait pas faire d'efforts du tout dans le cadre du protocole de Kyoto. Mais avec l'accord de Paris, ils sont inclus comme d'autres pollueurs. Les États-Unis, vous voyez, ils n'étaient pas dans le protocole de Kyoto. On reviendra peut-être après avec la politique actuelle aux États-Unis. L'Inde a pris de l'importance. Donc, vous voyez, si maintenant l'Europe, elle fait un effort dans un nouveau pacte vert, il faut quand même le placer dans le contexte, hein, c'est-à-dire de toute façon, le poids, hein, la contribution de l'Europe, elle est actuellement, contrairement au passé, relativement faible. Donc, si on regarde maintenant la réaction des autres États, donc j'ai surfé un peu sur Internet, j'ai regardé les médias. Les réactions sont plutôt absentes, hein, au niveau international. Il y a la COP 26, hein, donc la première conférence des parties de la Convention cadre qui devait avoir lieu maintenant, hein, au mois de novembre à Glasgow, organisée par le Royaume-Uni en partenariat avec l'Italie. Ça a été reporté, hein, donc ça aurait été l'occasion d'en parler, hein, de présenter les objectifs européens sur la scène internationale. Donc j'ai arrêté mon partage. C'est bon, vous me voyez? Voilà. Donc là, comme ça a été reporté, je crois, avec les réactions, il faut attendre. Donc pour résumer, au regard du poids des contributions de gaz à effet de serre de l'Europe dans le cadre international, les objectifs pèsent moins. Hein, ça pèse beaucoup pour nous en Europe, mais dans la comparaison mondiale, ça pèse moins. Et les réactions attendre parce que actuellement, hein, la COP a été reportée. C'est une question qui nous a été aussi posée. On se demande alors quel est l'intérêt pour l'Union européenne de s'engager dans de telles démarches. Madame Huback, peut-être que vous pouvez répondre. Quel est l'intérêt en fait pour la Commission européenne de porter ce pacte vert sur la scène mondiale? Eh bien, en fait, parce qu'on croit profondément qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de réussir cette transition climatique et que on doit le faire déjà pour nous et chez nous autant que possible et qu'on doit encourager les autres à pouvoir nous suivre sur cette voie. Donc, en fait, on a beaucoup d'actions possibles par rapport à ça. On a aussi une puissance diplomatique qui est relativement importante. On inclut désormais dans nos accords commerciaux des clauses par rapport à cette lutte contre le changement climatique. L'accord signé avec le Japon en 2019, me semble-t-il, je revérifie, était le premier à avoir des clauses de lutte contre le changement climatique, enfin, qui est entré en vigueur en février 2019, était le premier à avoir des clauses de lutte contre le changement climatique. Et maintenant, dans nos nouveaux accords, on a systématiquement des clauses de cette nature-là. On a aussi un marché qui représente près de 500 millions de consommateurs européens, donc ça va être un petit peu diminué avec le départ du Brexit, mais le départ du Royaume-Uni. Mais on a aussi un marché sur lequel on peut imposer des normes qui peuvent aller dans le bon sens. On réfléchit à une taxe carbone aux frontières pour pouvoir aussi répercuter toute cette question du prix carbone
des productions qui sont faites hors de l'Union européenne. Donc en fait, c'est un équilibre entre le fait de nous, ce qu'on fait chez nous pour aller de l'avant, pour faire autant que possible chez nous, et puis un enjeu qui est mondial, puisque la lutte contre le changement climatique, c'est pas seulement à notre échelle. Autant on peut imaginer que la pollution des sols, c'est d'abord chez nous qu'on est concerné, mais le changement climatique, c'est partout. Et comment est-ce qu'on peut entraîner les autres avec tous nos outils, avec nos outils diplomatiques, avec nos outils d'aide humanitaire, avec nos partenariats commerciaux, avec nos partenariats de recherche, de développement sur cette voie. Voilà. Oui, si je peux intervenir en complément, plusieurs conclusions du Conseil de l'Union européenne évoquent clairement la diplomatie climatique de l'Union européenne. Et donc l'Union européenne, avec 9-10% des émissions de gaz à effet de serre, ne peut pas faire la décision à elle toute seule. Elle a besoin d'avoir l'appui, par exemple, de certaines catégories de pays, des pays, les petits États insulaires en développement. L'Union européenne finance toujours une alliance mondiale contre le changement climatique, avec certains pays en développement, ce qui rejoint le principe qu'évoquait Jørgen Zønle, des responsabilités communes mais différenciées, qui était à la base de la négociation climatique. Et puis, il faut bien dire que l'Union européenne, alors certains disent de manière un peu naïve parfois, mais son action en matière climatique, comme dans beaucoup de domaines, en matière commerciale notamment, comme vient de l'évoquer Camille Hubach, s'inscrit dans le cadre du multilatéralisme. Et donc, c'est ce qui explique que l'Union européenne se soit investie au plan mondial en matière de climat. Et cette notion de neutralité climatique, M. Zønle, dans le droit international de l'environnement, est-ce qu'on la retrouve? Ça, c'est assez décevant. Il faudra peut-être expliquer ce qui est, à mon avis, une bonne technique de lutte contre le changement climatique et ce qui est moins bon, c'est à mon avis ce qui a été réalisé dans le cadre de Paris. Mais pourquoi? Il n'y avait pas de consensus suffisant entre les États. C'est-à-dire, pour arriver à la neutralité, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vous présente le protocole de Kyoto qui, à mon avis, avait une bonne technique pour le comparer avec l'instrument, l'accord de Paris actuel. C'est-à-dire, il faut 3 étapes ou 3 éléments techniques pour avoir un instrument international efficace. Il faut une année de référence. C'est ce qu'on appelle grandfathering, c'est-à-dire de référence où on a les statistiques par rapport auxquelles on calcule la diminution des gaz dans le cadre de la Convention cadre. C'est l'année 1990 traditionnellement. Pourquoi? Parce qu'en 92, on avait les statistiques de 90. Donc, ça, c'est l'année de base. Ensuite, il faut une année, une date butoir. Dans le cadre du protocole de Kyoto, c'était le 31 décembre 2012. Donc, vous voyez, c'est la date où il faut respecter des diminutions. Et troisième élément, à côté de ces 2 dates, il faut un pourcentage de réduction. C'est-à-dire un pourcentage de réduction, c'était en moyenne dans le cadre du protocole de Kyoto, 5% mondial. Donc, mondialement, il fallait réduire de 5%. Alors, et là, donc, il y avait des obligations à la charge de l'Union européenne, à la charge de chaque État, de réduire de tant de pourcents jusqu'en fin 2012. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas réussi, dans le cadre de l'accord de Paris, de négocier les modalités nécessaires pour avoir un instrument efficace. C'est-à-dire, l'année de référence, elle est librement déterminée par chaque État, notamment les États-Unis refusaient l'année 1990 parce qu'ils avaient largement dépassé les émissions de cette période-là et on ne pouvait pas calculer en pourcentage par rapport à 90. Ensuite, la date butoir, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, elle n'est pas dans l'accord, elle est dans une décision à part. Donc, elle n'a pas un caractère contraignant qui résulte d'un traité. C'est 2030, mais bon, pas dans le traité, pas là dans l'accord de Paris. Et enfin, la chose la plus faible
pour arriver à cette neutralité carbone, c'est que chaque État définit individuellement le pourcentage. Certes, il y a donc les contributions nationales qui doivent augmenter tous les 5 ans, comme a mentionné Camille Hubach un peu plus tôt. Certes, il y a un minimum de contraintes, mais malheureusement, ces diminutions sur ce pourcentage est déterminé unilatéralement par chaque État. Là, de nouveau, nous avons au niveau de l'Union européenne un effort particulier, donc nous sommes plutôt bons élèves, mais lorsqu'on regarde les participations mondiales en émissions de gaz à effet de serre, ça ne suffit pas. Il faut que des grands États fassent aussi, des grands émetteurs, fassent des efforts aussi. Et donc là, dans le on est parvenu, donc il faut savoir, avec l'accord de Paris, on peut être très content qu'on a déjà un traité contraignant, ça, ce n'était pas évident, mais c'est un instrument qui, dans ses mécanismes de contrainte, reste relativement faible. Oui, si je peux me permettre d'intervenir, la grande différence, et les termes anglo-saxons, je suis un peu désolé, mais c'est beaucoup plus parlant que les termes français, le protocole de Kyoto, imposée, c'était ce qu'on appelle du sommet à la base, top-down. Donc là, il y avait une contraignant, on savait que chaque État avait tant de réduction de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence 90. Avec l'accord de Paris, c'est l'inverse. Pour préserver la souveraineté des États, parce qu'ils sont très sourcilleux de leur souveraineté, on a demandé aux États de formuler des propositions. C'est les contributions nationales déterminées. Et c'est une approche qu'on appelle non plus top-down, mais bottom-up. Et c'est pour ceci que l'accord de Paris prévoit que tous les 5 ans, les États doivent revoir à la hausse leurs contributions nationales pour justement qu'on essaye de parvenir, de respecter les engagements qui ont été pris, les 2%, etc. Mais tout ça, c'est une négociation. Il faut bien imaginer que la négociation climatique internationale, c'est une négociation aux enjeux multiples et que les États calculent tout. L'aspect contraignant de l'accord de Paris, on l'a vu que les États-Unis ont voulu se retirer de l'accord de Paris. On a une question justement dans la conversation sur les États-Unis et l'accord de Paris. Que penser du changement de présidence américaine face aux accords de Paris et aux relations européennes? Monsieur Zonle, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Oui, donc les États-Unis, la prise d'effet du retrait des États-Unis est entrée en vigueur le 4 novembre, donc récemment, le 4 novembre 2020. Donc, ils n'ont pas seulement essayé de se retirer, le retrait a pris effet le 4 novembre dernier, donc très, très récemment. Alors, ce qui veut dire qu'actuellement, les États-Unis ne participent plus au système, mais il faut savoir que le système est supposé à fonctionner à partir du 1er janvier 2021, c'est-à-dire on est dans une période transitoire. C'est la suite du protocole de Kyoto, suite à la modification de Doha. Malheureusement, cette modification, elle entrera en vigueur du protocole de Kyoto à la fin de la phase d'application, le 31 décembre 2020. Le protocole modifié entre en vigueur et il s'achève le 1er janvier. Donc, il entre en vigueur d'une manière symbolique quelques heures, le 31 décembre. Et la suite, c'est l'accord de Paris. Donc, les États-Unis sont sortis, mais effectivement, donc là, la question, elle est très pertinente. Je crois hier, le président désigné, il faut encore suivre les procès qui seront menés dans ce contexte-là, mais ça sera probablement le président futur. Il a désigné un représentant pour les négociations du changement climatique, désigné aussi un futur des affaires étrangères, un secrétaire d'État, qui sont clairement des multilatéralistes. Donc, on peut s'attendre à ce que les États-Unis entrent de nouveau dans l'accord de
de Paris. Hein. L'accord de Paris, il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Hein. Donc, il faut, comme pour le protocole de Kyoto, il fallait 55 États qui ratifient et qui représentent 55% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, sans les États-Unis, y compris les États-Unis, on arrivait à 83%. Hein. Donc, les États qui ont actuellement ratifié, y compris les États-Unis, donc enlevé ces 83%, je regarde sur ma statistique là, les 15, à peu près 15%, voilà, les 15 des 83, donc on est toujours au-dessus de toute façon des 55%, et de toute façon l'accord de Paris, il est déjà entré en vigueur. Alors, donc on peut s'attendre à ce que les États-Unis rejoignent de nouveau l'accord de Paris. Le problème, mais ça c'est un problème constitutionnel interne aux États-Unis, hein, c'est considéré comme un accord en forme simplifiée. On n'a pas besoin de l'accord du Sénat, parce que vous savez, le Sénat, il reste sous la domination probablement des républicains qui sont. Donc, on a ratifié cet accord comme ce qu'on appelle un executive agreement, hein, un accord en forme simplifiée, c'est ce qui veut dire le président le conclut et le dénonce. Hein. Donc, c'est très facile à conclure, mais aussi très facile à dénoncer. Donc, ça a été très facilement dénoncé par l'administration Trump, mais ça va être très facile aussi pour un futur président Biden de rejoindre l'accord. Et à mon avis, ça se profile. Hein. Alors, juste une petite remarque complémentaire qui est très révélatrice. Est-ce que vous savez pourquoi l'accord de Paris ne s'appelle pas protocole de Paris comme le protocole de Kyoto? Parce que les États-Unis n'ont pas voulu qu'il s'appelle protocole de Paris. Voilà. Très bien. Et pour revenir à l'Union européenne, on a évoqué donc la diplomatie climatique, les traités commerciaux. Est-ce qu'il y a d'autres outils dont dispose l'Union européenne pour influencer la lutte contre le changement climatique au niveau mondial? Monsieur Petit, Madame Hubac, on a en question le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Est-ce que vous voyez... Disons que l'Union européenne a été une des premières à mettre en place un système d'échange d'émissions de gaz à effet de serre. Et effectivement, encore une fois, elle montre un peu l'exemple. Et puis, ce que l'on peut dire aussi, c'est que le fait qu'elle veuille exercer un leadership l'oblige à avoir une certaine stratégie. Et cette stratégie, elle vise souvent à avoir, notamment à avoir un dialogue avec la Chine. C'est important parce que la Chine, on l'a vu d'après le graphique, c'est le premier émetteur mondial avec 30%. Donc, il n'y a aucune solution climatique au plan mondial qui ne peut émerger sans que la Chine soit partie prenante, si vous voulez. Et puis, donc, ce que l'on peut dire encore, c'est que l'Union européenne, avec certaines politiques, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais par exemple la politique de coopération au développement, donc l'aide qu'elle accorde aux pays en développement, peut aussi apporter un soutien aux pays moins favorisés dans le monde pour œuvrer en faveur du changement climatique. Madame Hubac, sur ce point-là, sur les outils dont dispose l'UE? C'est un peu ce que, au-delà de ce que vous venez de dire, Monsieur Petit, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué. On a des outils diplomatiques multiples portent dans le cadre des partenariats avec le voisinage, dans le cadre de l'aide au développement de façon générale, dans les questions de transfert de compétences, de partenariats de recherche et d'innovation. Donc en fait, ça fait partie de tous les accords, tous les il y a cette dimension de lutte contre le changement climatique.
européenne a dans le monde, au sein de l'Union européenne, dans ses On a quelques soucis à vous entendre, la connexion est un peu hachée. Je ne sais pas si c'est que de mon côté. Ah, pardon. Non, visiblement. Non, la connexion, elle est très mauvaise. Hein. Moi, j'entends pas non plus. Non, on n'entend pas très bien, je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai un problème de connexion qui m'est signalé, mais je ne sais pas. Là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Oui. Peut-être qu'on peut laisser le temps à nos participants de formuler des questions encore, si vous avez des questions en tête par rapport à cette partie sur l'action de l'UE au niveau mondial. Je vous invite à les poser dans la conversation ou alors à nous indiquer si vous voulez lever la main pour poser une question en direct. Si nous n'avons pas de questions particulièrement sur cette partie-là, on peut passer à la troisième partie de notre dialogue citoyen sur donc, le pacte vert à l'heure du Covid et du plan de relance. Peut-être que votre connexion va revenir, Madame Luc, pour une question donc sur le plan de relance. Le 21 juillet 2020, les 27 États membres de l'Union européenne et la Commission européenne s'accordaient sur un plan de relance de 750 milliards d'euros, baptisé Next Generation EU. Vous nous entendez bien, Madame Bach? Et si Lily, je pense que Madame. C'est peut-être mieux maintenant. Donc je présentais rapidement le plan de relance, 750 milliards d'euros, vous l'avez. Madame Hubac, je pense, va se reconnecter et nous rejoindre. On peut continuer rapidement avec vous, Monsieur Petit et Monsieur Zonle, sur le plan de relance. Oui. Que prévoit le plan de relance Next Generation EU et Monsieur Petit, surtout sur la mise en place de ce plan de relance et sur le budget, ce qui est particulièrement intéressant. Où en est-on dans la mise en place de ce plan de relance? Alors, je vais récupérer la connexion, hein, si vous avez besoin. Voilà. Désolée. Ah, voilà. Donc, allez, Monsieur Petit. Intervient. Monsieur Petit, allez. Relance, non? Commencez sur le plan de relance si vous voulez, et ensuite Madame Hubac pourra prendre le relais. D'accord. Ben, le plan de relance, donc Next Generation European Union, donc le montant, vous l'avez donné, c'est 750 milliards d'euros avec des prêts et des subventions. Donc il y a un certain nombre d'instruments qui sont prévus. Donc le fonds pour la transition juste, on l'a déjà évoqué, des dépenses supplémentaires en matière de santé, en matière de recherche, une facilité pour la reprise, la résilience. Alors, donc le plan de relance a été adopté par le Conseil européen extraordinaire au mois de juillet, le plus long de l'histoire des conseils européens. Un accord a été trouvé, notamment sur un point. Je cherche la formule exacte dans le plan de relance parce que c'est ce qui explique le blocage actuel. Parce que la Pologne et la Hongrie bloquent ce plan de relance, comme vous le savez certainement, parce que l'idée, c'est de conditionner l'octroi des crédits du plan de relance au respect de l'état de droit. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, la Hongrie puis la Pologne sont devenus des États qu'on appelle illibéraux. C'est-à-dire que
et un certain nombre de libertés, par exemple liberté de la presse, liberté d'association, ou encore l'indépendance de la justice, qui sont en cause. Et donc, ces pays ne respectent pas les valeurs de l'Union européenne, plus les valeurs de l'Union européenne. Et donc, il y a un article dans les traités, l'article 7 du traité sur l'Union, qui permet une procédure dans ce cas, mais elle est bloquée parce que la décision doit être prise à l'unanimité. Alors, l'idée de la Commission, et notamment, elle avait été mise en avant par l'ancienne commissaire luxembourgeoise Viviane Reding, c'est qu'il faut frapper au portefeuille les États qui ne respectent pas l'état de droit. Donc, c'est la conditionnalité en matière d'état de droit. C'est-à-dire que si un État n'a pas une justice indépendante, interdit certaines universités, donc l'Université d'Europe centrale, la CEU, pas le CEU, la CEU, par exemple. Donc, c'est de pouvoir, dans ce cas-là, de ne pas lui verser les montants prévus par le plan de relance. Et donc, on en est là. La Pologne, la Hongrie estiment que ce n'est pas prévu par les traités et que c'est en quelque sorte un contournement de la procédure prévue par l'article 7. Mais l'article 7, comme il y a deux États, si la Hongrie est concernée, la Pologne met son veto. Si la Pologne est concernée, la Hongrie met son veto. Donc, on est bloqué. Et pour l'instant, donc le risque, c'est que les crédits qui devaient être versés au printemps 2021 ne puissent pas l'être. Mais la chancelière Angela Merkel, donc, puisque l'Allemagne préside l'Union européenne pour ce second semestre de l'année 2020, a déclaré qu'elle allait tout faire pour débloquer cette situation d'ici la fin de la présidence allemande. Voilà, un petit peu où on en est avec le plan de relance européen. Toi, Madame, vous pouvez peut-être compléter? Oui, notamment sur la place du pacte vert dans ce plan de relance-là. Alors, juste pour revenir, effectivement, compléter ce que disait Monsieur Petit, effectivement, pour l'instant, on est bloqué non seulement sur le plan de relance, mais sur tout le budget 2021-2027. Hein. C'est vraiment tout ce paquet de 1800 milliards d'euros dont je parlais au départ qui est bloqué sur ce point. La façon dont la Commission a conçu le mécanisme sur lequel Pologne et Hongrie, la Slovénie, bloquent, c'est justement différemment de cet article du traité, aussi pour dire que voilà, si on ne pouvait pas avoir l'assurance que les fonds étaient gérés conformément au respect des règles, qu'il y avait une bonne gestion des fonds, alors on pouvait suspendre le versement des fonds. Et donc c'est un petit peu différent dans la façon de le concevoir, mais effectivement, comme le disait M. Petit, Pologne et Hongrie arguent du fait que l'esprit est le même, et que c'est à introduire une autre procédure en fait pour gérer la même chose. Mais c'est quelque chose auquel non seulement la Commission européenne, mais le Parlement européen tiennent énormément et qui risque de pas pouvoir, qui risque de ne pas sauter pour autant comme condition. Le pacte vert sur l'aspect plan de relance. Donc l'aspect plan de relance, c'est la partie de 750 milliards d'euros qui doivent être investis très rapidement sur les prochaines années. C'est au moins 30% d'investissement sur la lutte contre le changement climatique. Donc 30% d'investissement minimum dans chacun des plans de relance nationaux, en fait. C'est-à-dire que le plan de relance, les 750 milliards, chaque État membre va pouvoir bénéficier d'une certaine allocation et dans l'argent que les États membres vont demander de ce budget du plan de relance, il faudra qu'il y ait au moins 30% qui soient investis dans la lutte contre le changement climatique. Mais de façon générale, c'est un plan qui est conçu pour l'investissement, les réformes, l'emploi vers cette société plus durable qu'on essaie de mettre en place et qu'on appelle
on peut imaginer qu'on soit bien au-delà. Ce n'est pas 30% dans les énergies renouvelables, c'est tout qui doit contribuer, y compris la reconversion des salariés touchés par la fermeture d'une usine à charbon, des choses comme ça. Et j'en profite puisque le temps défile pour passer à la question sur la biodiversité, puisque c'est aussi un questionnement qui s'est posé avec la crise sanitaire liée au Covid-19. C'est aussi un enjeu important du pacte vert. Qu'est-ce que le pacte vert prévoit sur la question de la biodiversité? Alors, en fait, le pacte vert, ça a été évoqué au départ, c'est une stratégie qui dit un petit peu comment est-ce qu'on veut faire les choses. Et en annexe de ce pacte vert, il y a un tableau qui reprend l'ensemble des propositions que la Commission va présenter pour pouvoir mettre en œuvre ce pacte vert. Dans ces propositions-là, il y a notamment une proposition de remettre en place une nouvelle stratégie pour la biodiversité à l'horizon 2030, donc pour les 10 prochaines années à venir, que la Commission européenne a présentée en mai dernier, et qui elle-même comprend un tableau avec tout un tas de choses qu'il va mettre en œuvre, jusque dans une déclinaison aussi législative des choses. Donc c'est cette stratégie-là pour la biodiversité qui est aujourd'hui sur la table, de comment est-ce qu'on va faire jusqu'en 2030 pour avancer dans nos objectifs de préservation de la biodiversité, de diminution de la pollution des sols, de la pollution de l'air, de préservation des espèces. Voilà. Qui est aussi du coup un enjeu pour éviter, certains le pensent, pour éviter d'autres crises sanitaires de ce type-là. Et sur la question de la réponse au niveau mondial, Monsieur Zonle, est-ce que des mesures sont prises au niveau international pour protéger la biodiversité, enfin protéger encore plus la biodiversité, et est-ce qu'elles ont été renforcées suite à la crise sanitaire actuelle? Alors, au niveau international, il y a de nouveau une convention cadre, celle sur la protection de la biodiversité, adoptée aussi dans le cadre de la conférence de Rio de 1992. Alors, actuellement, la conférence des parties a été reportée aussi. Ils estiment qu'ils contribuent en organisant des conférences en ligne aussi. Donc, j'ai regardé un peu ailleurs. Il y a l'UNESCO, donc autre organisation internationale qui en partie s'occupe de la protection de la biodiversité. Il y a un rapport de mai 2020 dans lequel il est bien souligné que la diversité des écosystèmes rend plus difficile la diffusion de pathogènes comme le Covid-19. Donc, on établit clairement un lien entre biodiversité, une richesse de la biodiversité rend plus difficile la diffusion de pathogènes. Ensuite, j'ai trouvé 2 autres traces, mais dans ce cas-là, dans des institutions internationales qui agissent dans le domaine économique, notamment la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, donc un organisme des Nations Unies dans le domaine du commerce et du développement, où on s'occupe de la question de savoir comment on peut récupérer économiquement après la crise sanitaire tout en étant favorable à la biodiversité. Donc en anglais, How Biodiversity Friendly Trade Can Support COVID-19. Et enfin, l'OCDE, c'est une organisation qui rassemble les États les plus riches, les plus industrialisés. Ils sont souvent pionniers d'instruments et de techniques en matière de protection de l'environnement, curieusement. Et là, de nouveau, ils sont assez pionniers. Le 28 septembre 2020, ils publient aussi un document qui lie biodiversité et récupération économique après le Covid. Donc, c'est une thématique qui est bien présente dans les forats internationaux. Et qu'on voit qui est reprise aussi, qui est très importante au niveau européen avec la stratégie biodiversité du coup, que vous avez évoquée, Madame Hubach. J'invite les participants à nous poser encore une fois leurs questions dans l'outil de conversation ou à se manifester pour prendre la parole et pour profiter
des dernières minutes du dialogue citoyen. N'hésitez pas à écrire les questions. Peut-être on peut faire un tour dans les questions qui ont été posées sur la conversation jusqu'à présent. On a notamment une question sur la taxonomie européenne. Serait-elle un outil efficace pour éclairer les investisseurs dans le secteur privé? Peut-être que Madame Hubac. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on croit, effectivement. L'idée, c'est de pouvoir définir quels peuvent être les investissements verts pour pouvoir orienter le plus possible l'argent des investisseurs vers des investissements en faveur de la transition écologique. Donc, c'est un premier, c'est quelque chose qui est en cours de construction. On a posé les premières pierres, ça va évoluer dans le temps. Beaucoup justement international pour faire adopter, sensibiliser nos partenaires internationaux à cette taxonomie européenne et la faire adopter à un niveau mondial. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir des contraintes par rapport à ça, enfin, en tout cas des signaux par rapport à ça qui, au fur et à mesure dans le temps, contraindront les investisseurs à pouvoir investir vers, sur des investissements considérés comme verts. Très bien. Et on a une dernière question sur la place des lobbies. Monsieur Petit, peut-être sur la place des lobbies dans les décisions qui sont prises sur la protection de l'environnement au niveau européen. Pour la revue de droit rural que vous avez citée tout à l'heure, je commente souvent des arrêts de la Cour de justice sur le glyphosate. Ou encore sur les pollinisateurs, sur les abeilles, sur les néonicotinoïdes, des produits dont on parle beaucoup, et le lobbying en matière, par exemple, de produits chimiques ou autres, est très, très présent, mais il est organisé au niveau de l'Union européenne, et d'ailleurs, il y a une réglementation qui est en cours de finalisation, mais le lobbying, c'est d'une certaine manière indispensable parce que dans certains domaines, par exemple, la Commission, avant de formuler sa proposition de règlement ou de décision, elle a besoin de certaines connaissances. Si elle veut réglementer de manière utile, il faut qu'elle connaisse les besoins du secteur qu'elle entend réglementer. Par exemple, si on prend les produits qu'on appelle les tueurs d'abeilles, il faut évidemment, il y a des enjeux financiers énormes qui sont à prendre en considération et donc il va y avoir du lobbying, mais il y en a pour tout. Quand la Commission a proposé de réformer le règlement sur les produits chimiques, la commissaire de l'époque, je ne sais plus son nom, qu'elle me pardonne, elle est allée à Charlottesville, aux États-Unis, présenter sa proposition. Et donc, vous voyez, le lobbying, il parle de lui-même, si vous voulez. Et je crois qu'il y a 15 000 lobbies qui sont enregistrés à Bruxelles, mais il y en a dans tous les domaines, en matière automobile, en matière agricole, en matière... parce que dans tous les domaines où l'Union européenne a des compétences. Si je peux me permettre de rajouter par rapport à cet exposé très juste, en fait, les lobbies, il faut les entendre tous. Et puis, les lobbies, ce n'est pas forcément les grands méchants contre les grands gentils. Les ONG sont des formes de lobby. Oui, évidemment. Donc, c'est en fait être ouvert à pouvoir entendre tous dans ce qu'ils ont à dire et à apporter et prendre en considération l'ensemble de des points qui nous sont amenés pour pouvoir définir ce qui est un intérêt européen juste et faire en pesant l'ensemble de ces choses-là. Et c'est là où, effectivement, tout le monde ne va pas sur le site de la Commission européenne, sur le site du Parlement européen, et c'est ce qu'on essaie de diffuser parfois par votre intermédiaire, mais on a une transparence qui est remarquable au niveau de la Commission européenne. Simplement, elle est tellement grande que ça fait une quantité d'informations énorme et que les gens s'y perdent. Mais sur chaque proposition,
que la Commission européenne met sur la table, sur chaque proposition législative, mais aussi sur des stratégies, sur l'ensemble des choses qu'elle fait, elle consulte publiquement. Donc, chacun peut répondre sur Internet aux consultations en ligne par la Commission européenne à chacune des étapes de préparation des études d'impact, de préparation des propositions législatives, ex post après une proposition législative, et c'est transmis aux co-législateurs, au Parlement européen et aux États membres à chaque fois. Donc c'est tout à fait ouvert et transparent, et charge à nous de bien l'identifier, et effectivement de pouvoir faire un ratio par rapport aux moyens financiers et humains dont disposent certains lobbies plus riches que d'autres. Oui, et sur le point des consultations publiques, il y a surtout récemment 4 consultations publiques qui ont été ouvertes donc la semaine dernière sur la législation européenne sur le climat. Et tous les citoyens sont invités à y participer. Mais chaque fois qu'il y a une réforme de la politique agricole commune, il y a toujours une consultation publique qui est organisée. Il y en a eu une, c'était au mois de juin, je crois, sur la politique commerciale commune. Et la Commission attend les réponses, elle centralise, elle analyse, etc. Puis elle formule une proposition après. Il y a une autre technique, c'est celle des livres verts et des livres blancs. C'est-à-dire que quand la Commission veut réformer un secteur, pas les télécommunications par exemple, elle publie un livre vert avec des appels à communication, c'est-à-dire que tout le monde peut répondre. Les États, les opérateurs de télécommunications, les associations de consommateurs, etc. Tout le monde donne son point de vue. Et ensuite, la Commission formule une ou plusieurs propositions qu'elle inscrit dans un livre blanc s'il y a beaucoup de réformes à effectuer. Très bien. Je trouve que c'est une très bonne note et une très bonne invitation pour les participants de notre dialogue citoyen, que cette invitation à participer aux consultations publiques et aussi à transmettre l'information sur ce qu'ils ont appris pendant le Pacte vert. Et je rebondis un peu sur cette question qui a été posée par Léa Schmiden dans la conversation sur la communication et la sensibilisation des citoyens sur ces enjeux, où je dirais que les centres Europe Direct, tels que le nôtre, sont très mobilisés sur ces questions-là, et aussi le Centre de documentation européenne. Et je me permets de vous inviter aussi à consulter un autre webinaire qui est organisé par nos collègues de la Maison de l'Europe de Tours, qui s'attache aux enjeux du Pacte vert dans les zones rurales, qui a lieu cette semaine, le 26 novembre. Donc vous voyez, la communication est lancée sur le Pacte vert. Merci à vous tous. Est-ce que vous souhaitez ajouter une dernière remarque avant de conclure le dialogue citoyen? En tout cas, vous retrouverez l'enregistrement du dialogue citoyen sur notre chaîne YouTube, Cristal Europe Direct, et sur le réseau du Centre européen universitaire. Et je vous remercie vivement d'avoir participé au dialogue citoyen. On espère pouvoir faire d'autres événements avec vous sur ce sujet ou d'autres prochainement. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci.